Omeki et le colonel Thibaut Edrem en charge de sa sécurité. Très peu de journaux en parlent ce matin au lendemain de la conférence de presse des avocats des mises en cause. Nous allons faire le tour rapide des informations à la une tout à l'heure et la revue de presse vers la fin de cette émission. Entre les deux extrémités, notre débat qui va évoquer les contours avec les premières versions en attendant donc celle officielle. Nous sommes mercredi, nous avons rendez-vous avec Jacques Débé au téléphone, notre consultant maison sur les questions liées à l'économie. Avec lui ce matin, nous parlerons du projet de budget général de l'État pour l'exercice 2025, déposé par le gouvernement la semaine écoulée sur la table des députés. Et puis notre invité qui viendra parler de ce que nous mangeons tous les jours, Ezekiel Bossikono est membre de Nutrition sans frontières, qui a tenu une séance d'éducation à l'alimentation dans la commune d'Abomey-Calavi grâce à une invitation, celle de l'ONG Monde d'Action Durable. On en parlera. Bienvenue à tous. Fraternité pour commencer cette une des journaux, affaire Olivier Bouko et Oswald Omeki, la version des avocats de la défense. Asphaltage 2 dans la ville de Cotonou, le quartier Badjoumédé en pleine métamorphose. Et puis un dernier titre, Zorifatou Toukourou, ingénieur de sciences géographiques. Il y a beaucoup de perspectives pour motiver les filles à s'engager dans ce métier. Elle confie son expérience avec cette discipline et cette profession de la colonne de fraternité. Le Soleil Bénin Info, arrestation du pilier de la rupture. Olivier Bocor, vive polémique et interrogation. Les avocats montent au créneau et donnent les détails de cette mésaventure. Matin libre chez vous après leur interpellation. Réaction des avocats de Bokoy Omeki, le cercle restreint de Talon s'érode. La réaction des autorités judiciaires attendue. Acquisition de domaines publics par des personnalités. Des députés interpellent le gouvernement. L'autre quotidien est toujours sur la même affaire, interpellation d'Olivier Bouko et d'Oswald Omeki, les dits et non dits de l'événement, les éclaircissements de la justice attendus. Info matin, Talon Bouko, le clash au grand jour. Le potentiel présumé fait d'atteinte à la sûreté de l'État, perquisition Oswald Omeki, son domicile devenu une banque secrète. Voici Nord-Sud quotidien chez vous, ambiance de fin de mandat, une purge sur la galaxie Talon. Le journal se pose une grosse question en manchette ce matin. Dynamisme info, un peu décalé par rapport à cette actualité présidentielle de 2026. Le peuple averti face aux stratégies de victimisation. Éveil info, arrestation d'Olivier Bocor et compagnie. La réaction des autorités judiciaires attendue à cet effet. Et voici le matinal, coopération militaire avec la France. L'armée béninoise renforce son dispositif antiterroriste. L'observateur, désignation de personnalités pour siéger au Conseil économique et social, niveau départemental, précisément littoral. Patrice Nopimé à Baudrenfort voit en sa désignation une occasion de consolidation de son utilité sociale. Et la deuxième lecture de fraternité ce matin pour boucler la une des journaux, affaire Olivier Bouko et Oswald Omeki, la version des avocats de la défense. Asphaltage de la ville de Cotonou, le quartier Badjoumédé en pleine métamorphose. Le journal vous invite à y faire un tour. Zorifatou Toukourou, ingénieure de sciences géographiques, elle confie ceci au journal qui paraît à ménoter à propos de sa profession. Il y a beaucoup de perspectives pour motiver les filles à s'engager dans ce métier. Voilà donc ce qu'on peut retenir dans les colonnes de publication, enfin à la une des publications ce matin, et plutôt dans la colonne de fraternité. Deux notes rapidement. Cette intégralité de la loi organique sur le Conseil économique et social, publiée par le journal, notamment en sa page 2. Vous savez, l'actualité là-bas, c'est la désignation des représentants du Parlement au plan national et départemental. Donc, l'opération a été faite lundi dernier. Vous connaissez les visages
qui doivent représenter les 3 partis politiques présents à l'Assemblée nationale au niveau donc des départements du Bénin et du plan national par rapport donc à cette structure. Mais comment est-ce qu'elle fonctionne, surtout que les textes qui organisent justement ce fonctionnement ont été revus récemment. Fraternité vous apporte quelques détails afin que vous maîtrisiez cette institution dans l'univers institutionnel béninois. Au plan africain, vous avez l'actualité internationale, notamment à la page 9 de la publication de ce matin, avec quelques focus sur le Burkina Faso, le régime militaire qui affirme avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Alors là, désormais, les noms sont clairement bien cités. Achetez le journal et découvrez ce que vivent les patrons de Ouagadougou actuellement. L'actualité sur le continent, c'est aussi au Sénégal avec la disparition d'un patriarche. Il s'agit d'Amadou Mata Mbo, premier africain directeur général de l'UNESCO. Quel est son parcours? Lui qui a traversé, doit-on dire, de part en part, pratiquement le 21e siècle. Achetez le journal et découvrez un peu. Découvrez aussi ce dont souffre le Cameroun actuellement, avec notamment les intempéries. Au nord du pays, il y a une situation de sinistrée assez délicate, liée notamment aux inondations. Vous savez, l'actualité avec le climat de la sous-région et en Afrique centrale, donc au Cameroun, c'est lié justement à la quantité donc de pluie qui tombe sur nos têtes. Voilà ce qu'on peut dire à propos donc de quelques détails, notamment relatifs à l'actualité sur le continent africain. Le journal vous donne d'autres informations très crédibles d'ailleurs à travers ses colonnes ce matin et précisément à propos de cette affaire qui tient en haleine l'opinion publique nationale et internationale au Bénin. Nous sommes dans le champ politico-judiciaire avec donc l'arrestation de 2 ou 3 acteurs importants de la scène politique et sécuritaire nationale. On va y revenir notamment lors de nos échanges. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Ingrid Day à la présentation ce matin. Nous sommes mercredi en effet. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Alors bienvenue, 2 secondes, le temps pour moi de présenter les titres du bulletin que vous aurez à nous présenter aussi. Le bureau exécutif de l'association des dialysés du Bénin était face à la presse, c'était avant-hier. Il était question pour ses membres de saluer la mesure prise par le gouvernement mercredi dernier en Conseil des ministres en leur faveur. De quelle mesure s'agit-il? Vous le savez déjà, mais restez avec nous pour avoir d'autres précisions, notamment sur ce qu'ils ont dit à propos de cette mesure-là justement. On parlera également de l'ONG Cercle des Jeunes pour le développement durable à Yessi qui a lancé hier un plaidoyer en faveur des filles et des femmes de la commune de Soava avec l'accompagnement des leaders religieux et traditionnels. Ceci pour la mise en application effective des lois qui sanctionnent le mariage forcé précoce des filles. Voici le bulletin. Voici chez vous l'instant 15 minutes pour la présentation des informations captées, relayées, traitées par la rédaction de Canal 3 Bénin à travers ses micros et caméras. Nous sommes donc au rendez-vous du bulletin de l'information et on va ouvrir comme promis avec cet élément, le bureau exécutif de l'association des dialysés du Bénin qui se réjouit de la mesure prise par le gouvernement mercredi dernier en son conseil des ministres et cela en leur faveur, Ingrid. C'est bien ça, Tanguy. Il s'agit de l'exonération des droits et taxes de douane sur les kits de dialyse. Au micro de Esther Tofa et Jocelyn Bariga, le président de l'association a exprimé sa gratitude et celle de ses pairs. Il a saisi l'occasion pour faire une doléance. Je vous invite à suivre Edmond Amousso, président des dialysés du Bénin. La décision du gouvernement du 18 septembre 2024 dernier a fait du punch dans nos vies. Nous avons vu que c'est une décision qui est salutaire, mais qui a un mais. Ça ne peut pas nous empêcher de dire merci au gouvernement. Nous nous remercions pour tout ce qu'il fait depuis 2016 à ce jour.
Et je ne veux plus citer les choses, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les centres de dialyse de Porto-Novo, d'Abomey et de Paracou sont fonctionnels aujourd'hui grâce au gouvernement. Et le CNHU a été renforcé. On a permis à beaucoup d'autres centres privés de commencer par nous prendre en matière de dialyse. Nous remercions le gouvernement. Mais ce que nous voulons, que nous n'avons pas encore eu, et qui est notre ultime doléance, c'est la prise en charge de tous les patients atteints de l'insuffisance rénale chronique au Bénin à 100%, sans distinction de race, ni d'ethnie, ni d'agents permanents de l'État, d'indigents, tout ça là. Nous souhaiterions que ce pas-là, le pas ultime, soit posé pour la survie, pour la joie des patients et pour le rehaussement social prôné par notre cher président. Nous voulons que ce pas soit posé pour notre survie. Ouliato Sanoussi nous fait à présent le point de l'atelier d'appui aux experts nationaux pour la finalisation du déploiement de l'outil de planification et de reporting intégré des agendas 2030 et 2063 en lien avec le plan national de développement du Bénin. C'est une rencontre de 5 jours qui va permettre au Bénin d'avancer de façon significative sur la voie du développement durable inclusif. Suivant. Le Bénin s'est engagé depuis 2015 dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment à travers les agendas 2030 et 2063. Et pour ce faire, il est important de renforcer et moderniser le dispositif de suivi-évaluation. C'est à cet effet que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a développé l'outil de planification et de reporting intégré, IPRT, objet de cet atelier. La formation que vous entamez aujourd'hui vise à vous fournir des techniques et approches nécessaires pour utiliser au mieux de tels outils afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la politique nationale de développement du Bénin, une politique du reste substantive et compréhensible. Il s'agit d'une étape cruciale pour améliorer la gestion des projets, la qualité de leur suivi et évaluation et du reporting efficace des performances inhérentes. Cet atelier d'appui aux experts nationaux pour la finalisation du déploiement de l'outil IPRT des agendas 2030 et 2063 en lien avec le plan national de développement PND s'inscrit dans la continuité du partenariat entamé en 2021. Elle témoigne également de la volonté du Bénin de maintenir le cap malgré les difficultés. Au niveau de la Direction générale de la coordination et du suivi des objectifs de développement durable, nous sommes engagés pour les travaux de renseignement de la plateforme des 2023 avec les experts nationaux en y intégrant les données statistiques en lien avec les deux agendas. Mais très tôt, les experts nationaux se sont confrontés à des difficultés en lien avec l'inexistence du compte administrateur au niveau national. Soyez assurés que le système des Nations Unies est plus que jamais engagé aux côtés du Bénin. Nous continuerons à renforcer notre partenariat afin de créer un environnement propice à la mise en œuvre effective des ODD, de l'agenda 2063 et du programme d'action de Doha dans le pays. L'outil IPRT s'avère donc essentiel pour tous les pays africains, dont le Bénin. Au cours de l'atelier, les participants bénéficieront des conseils des experts de la CEA, en l'occurrence la priorisation budgétaire par le cadre de financement intégré des ODD. À présent, il est temps que les cadres nationaux procèdent au déploiement total de cette plateforme en y entrant toutes les données disponibles sur le Bénin. Le présent atelier, qui va durer 5 jours, sera très pratique et nécessite une concentration de tous et d'une part, une bonne appropriation du processus de saisie des données sur l'IPRT, l'alignement, le suivi-évaluation des agendas et l'édition des rapports de progrès, puis d'autre part, la priorisation budgétaire par le cadre de financement intégré des ODD. Le représentant du ministre du Développement compte sur l'assiduité, le dévouement et le professionnalisme des participants pour qu'à l'issue de cet atelier, grâce à eux, le Bénin puisse être désormais compté parmi les pays ayant totalement déployé l'outil IPRT.
Cet atelier, lancé lundi, prend fin vendredi prochain. Le ballet des audiences se poursuit à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président de l'institution, Édouard Loko, a reçu plusieurs délégations d'instances fêtières de l'univers médiatique béninois. Les échanges ont porté sur des sujets touchant la corporation. Les précisions avec Hugues Vingbe. Agenda bien rempli pour le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ce matin. Au programme, plusieurs audiences. Et la journée démarre par la réception du président du CNPA Bénin. Nous sommes passés pour lui présenter la civilité et en même temps les félicitations pour sa promotion. En un deuxième temps, nous avons fait avec lui un état des lieux à travers les attentes du CNPA et voir de façon générale comment œuvrer pour l'amélioration de la vie des médias, de la vie des entreprises de médias au Bénin. Quelques minutes seulement après son audience avec le président du CNPA Bénin, Édouard Loko accueille les membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Au menu des échanges, plusieurs sujets relatifs au fonctionnement de l'Observatoire. Quel va être le partenariat ou la relation entre l'ODEM et la HAC à travers ce que nous pouvons appeler la co-régulation. Si hier, cette co-régulation était une croix barrière, aujourd'hui, nous venons d'entendre du président que nous allons fonctionner, nous allons faire activer cette co-régulation. Nous avons profité pour remettre au président nos rapports d'activité. Vous savez, l'ODEM établit un rapport d'activité par semestre. Nous lui avons également remis notre plan triennal, le plan qui définit les activités que nous aurons à mener au cours de notre mandat. S'en est suivi l'audience avec une délégation de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Nous avons soumis nos préoccupations qui sont entre autres l'assainissement du secteur des médias en ligne. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 56 médias en ligne qui sont autorisés, mais sur le terrain, il y en a plus qui exercent et qui font une concurrence déloyale à nous qui avons les licences légales. Nous avons besoin de la formation pour pouvoir asseoir des médias en ligne de qualité qui offrent des contenus de qualité. Cette demi-journée d'audience s'est achevée par la réception par le président de la HAC d'un groupe de journalistes handicapés visuels. Nos conditions de vie sont encore un peu précaires, je dirais. On a quelques difficultés. Et c'est pourquoi nous sommes venus voir le président de la HAC pour voir dans quelle mesure pallier à ces difficultés-là, afin que notre passion ne se transforme pas en une amertume ou en une déception. À travers cette série d'entrevues, Édouard Loko tient une promesse personnelle, celle d'accorder ses premières audiences à la Corporation des professionnels des médias. L'ONG Cercle des jeunes pour le développement durable (ISI) est en croisade contre le mariage précoce et forcé des filles dans le cadre de la mise en œuvre de son projet dénommé « Promouvoir une lutte efficace contre le mariage précoce et forcé à Soava » par l'implication, la prise de conscience et l'engagement des leaders traditionnels et communautaires. Elle dépose ses valises dans la commune de Soava. Le point avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubero. Conformément à la vision qui sous-tend ces actions, l'ONG Cercle des jeunes pour le développement durable (ISI) plaide pour l'abandon de l'ingérence et des pressions exercées par certains chefs religieux et traditionnels et leaders d'opinion contre la mise en œuvre efficace des lois réprimant le mariage précoce et forcé en milieu lacustre. Le document de plaidoyer a été officiellement lancé ce mardi 24 septembre 2024 dans la commune de Soava, département de l'Atlantique. Je voudrais nous rappeler que le mariage précoce et forcé est une réalité qui touche des centaines de jeunes filles à travers le Bénin, privant ainsi ces enfants de leur droit fondamental à l'éducation, à la santé et à une vie épanouie. En tant que leader, vous avez le pouvoir de changer les mentalités,
de promouvoir des valeurs d'égalité et de respect des droits humains. Après la présentation du document de plaidoyer, les chefs religieux et traditionnels de la commune de Soava ont pris la parole pour présenter puis signer une déclaration d'engagement pour lutter désormais aux côtés de l'ONG ASI contre cette pratique anti-développement. Nous, chefs religieux et traditionnels, réaffirmons ainsi notre engagement à éradiquer cette pratique néfaste et à œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement des filles et des femmes dans nos localités. Le plaidoyer fait suite à une série d'activités menées par l'ONG Cercle des Jeunes pour le Développement Durable, ASI, dans le cadre du projet promouvoir une lutte efficace contre le mariage précoce et forcé à Soava par l'implication, la prise de conscience et l'engagement des leaders traditionnels et communautaires. Des actions qui ont permis d'élaborer un document d'une trentaine de pages mis à la disposition des parties prenantes. Je tiens à souligner l'importance de ce plaidoyer qui, au-delà de sensibiliser, vise à créer une véritable dynamique de changement au sein de nos communautés. Le mariage précoce et forcé freine non seulement l'épanouissement des filles et des femmes, mais aussi le développement social et économique de notre commune, voire notre communauté. Pour mieux cerner les enjeux de ce combat, il est prévu des campagnes de sensibilisation, des sessions de formation et des espaces de dialogue. En lieu et place du mariage précoce et forcé, l'ONG indique la voie de l'éducation aux leaders communautaires, car selon elle, c'est la solution, voire la seule qui pourrait assurer l'épanouissement et l'avenir des filles. C'était le bulletin Tanguy Agoy. Merci à vous, Ingrid Didel, pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, tout au long de la journée, vous avez d'autres rendez-vous. L'information avec la rédaction de Canal 3 à Bénin à 13h, 19h30, 22h30. Ce sont les grands rendez-vous. Entre ces rendez-vous, vous avez les petites éditions, notamment à 11h déjà, tout à l'heure, et à 16h pour ce qui concerne l'après-midi. Restez donc devant votre télévision pour vous informer. On va passer maintenant à notre bulletin. Voici les informations sportives. Candide, bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, on va parler de volleyball, de handball et du noble art, sans oublier justement le football, il n'est jamais loin. Et on va commencer par le sport universitaire. Les différentes équipes qualifiées pour prendre part à la phase finale de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin sont désormais connues. Oui, ces différentes équipes qui seront de la partie pour cette campagne des Jeux universitaires du Bénin sont ceux qui se sont bien sûr les mieux illustrés au cours de la phase de zone qui s'est déroulée il y a quelques semaines dans les 5 différentes zones du pays. Et pour la phase finale de cette 11e édition des Jeux universitaires du Bénin, on aura 3 aux épreuves classiques, à savoir le football, le basketball, le handball, le volleyball et bien sûr l'athlétisme. 10 équipes dans la discipline du football, dont 6 chez les hommes et 4 chez les dames. On a chez les hommes, bien entendu, pour le football masculin, FS Sapienza de Parakou, ESST de Lokossa, FLAC de l'UAC, UATM Gaza de Cotonou, c'est Centre universitaire d'Adiara et puis ESAE de Cotonou. Au football féminin, on aura 3 à 4 équipes, comme je l'ai tantôt annoncé. Flash de l'université de Parakou, FLAC de l'université d'Abon et Calavi, Igib Africa, Injeps et bien entendu l'équipe de Igib Africa. Au basketball masculin, on aura 3 à 6 différentes équipes qualifiées. On a Flash de l'université de Parakou, ESST de Lokossa, Fash de l'université d'Abon et Calavi, HECM de Cotonou, Injeps de Porto Novo, Centre universitaire d'Adiara. Au basketball féminin, 6 équipes sont aussi qualifiées. Flash de l'université de Parakou, SST de Lokossa, Fash de l'université d'Abon et Calavi, FS Sapienza de Parakou, Injeps de Porto Novo et IFRI d'Abomey Calavi. Bien entendu, au handball masculin,
6 équipes sont qualifiées chez les hommes en flash de l'Université de Parakou ESST, de l'Okosa Esae de Cotonou, flash de l'Université d'Abomey-Calavi, INJEPS de Porto Novo, FS Sapienza de Parakou. Handball féminin maintenant, 6 autres équipes qualifiées, flash de l'Université de Parakou ESST, de l'Okosa Esae de Cotonou, flash de l'Université d'Abomey-Calavi, INJEPS de Porto Novo, flac de l'Université d'Abomey-Calavi. Volleyball féminin maintenant, pour ouvrir, donc pour ce qui est des équipes qualifiées pour la phase finale des Jeux universitaires dans cette discipline. Chez les dames, on a la phase de l'Université d'Abomey-Calavi, INJEPS de Porto Novo, flac de l'Université d'Abomey-Calavi. Voilà donc pour les 4 équipes qualifiées chez les dames. Mais bien sûr, chez les hommes, on a 6 équipes qualifiées, flash de l'Université d'Abomey-Calavi, ESST, de l'Okosa Phasek, de l'Université d'Abomey-Calavi, la faculté, bien entendu, FDSP, de l'Université de Parakou, INJEPS de Porto Novo, et puis la FAST de l'Université d'Abomey-Calavi Tanguy. Outre ces différentes disciplines collectives, on aura également au rendez-vous de cette 11e édition des Jeux universitaires de l'athlétisme, comme je l'ai dit, ce sera également bien sûr 132 athlètes qualifiés hommes comme dames issus des différentes universités publiques et privées du Bénin. Ils vont concourir dans les épreuves du 100 mètres, du 400 mètres, du 1500 mètres, de la longueur, de la hauteur et bien sûr du lancer de poids. On va changer de discipline. Ouais. On va parler de sport demain, volleyball notamment, avec les cours d'entraîneur niveau 3 de la Fédération internationale de volleyball qu'accueille la ville capitale économique du Bénin. C'est à partir de demain, n'est-ce pas? Oui, ces cours sont organisés par la Fête internationale du volleyball en collaboration avec la Fédération béninoise de volleyball. Et cette session de formation est attendue, bien entendu, à cette séance de formation est attendue des entraîneurs du Bénin, pays hôte de ces cours, du Burkina Faso, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Burundi, du Rwanda et du Niger, qui seront outillés 10 jours durant par des experts dépêchés pour la circonstance. Il s'agit des experts formateurs de la FIVB, Peter Nonem-Proich et Elena Pavlova. Il faut dire que ces cours vont se dérouler simultanément au rôle des Aloisiers Sports de Cotonou, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et bien entendu au siège du Comité national olympique et sportif du Bénin à partir de demain demain 26 septembre jusqu'au 4 octobre 2024. Rappelons que cette activité est le dernier événement majeur inscrit dans le cahier de la saison sportive 2024 à la Fédération béninoise de volleyball. En champ de discipline maintenant, la Fédération béninoise de handball a dévoilé hier le classement des meilleurs buteurs et buteuses de la phase des play-offs de la saison 2024 de la Ligue Pro de handball. Chez les hommes, le top 10 des meilleurs buteurs des play-offs de la Ligue Pro de handball est dominé par Hakim Salami d'Adidja Handball Club qui a inscrit au total 31 buts. Il est suivi d'Emmanuel Akinlade d'Assomodé, de Antonio Domingos de Flower CNSS et Jonas Kayankou d'Adidja Handball Club qui ont tous 3, bien entendu, marqué 27 buts. En 5e position, on retrouve Eric Rossou qui a inscrit 26 buts au total, un but de moins pour Rachid Idrissou qui est 6e du top 10, 24 buts inscrits pour Rafiou Gomina, Samsdine Ganiou et Ibrahim Diko, tous joueurs d'Adidja Handball Club qui suivent le peloton. Et puis en 10e position de ce top 10, on retrouve le joueur de Buffle Handball Club de Parakou, Sayaou Sani qui a scoré 23 fois. Bien entendu, du côté des dames, Chantal Voulani de la Spark Handball Club mène les débats avec 48 buts inscrits au total au cours de la phase des playoffs. Elle est suivie de Primel Tchepo de Flambeau Sporting Club, 43 buts inscrits au total. Et Mololé vont bien entendu suivre le peloton avec un total de 42 buts inscrits. Tanguy. On retourne à une discipline balle au pied. Oui. On va parler de Maracana. Abidjan qui accueille du 27 septembre, c'est-à-dire vendredi, c'est ça? Oui. Au 7 octobre 2024, la première édition de la Coupe du Monde
de Maracana. Le Bénin sera aussi présent à ce rendez-vous international de la discipline. Ça va être en Côte d'Ivoire, je le rappelle. Oui, Tanguy, le drapeau du Bénin va aussi flotter à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aux côtés des drapeaux des autres pays, bien entendu, qui seront présents pour cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana à Abidjan, sinon précisément au Palais des Sports de Treichville, en Côte d'Ivoire. Les guépards handballeurs, les guépards maracanais, qui vont défendre les couleurs nationales à ce rendez-vous mondial, vont embarquer ce matin pour l'expédition ivoirienne. Ils sont bien entendu ceux retenus après les 3 phases de la préparation de l'équipe nationale sur la 50aine présélectionnée. Au départ, ils sont bien entendu 3 dans la catégorie junior, 6 de la catégorie senior et 3 de la catégorie des super seniors. Cette Coupe du Monde de Maracana va se dérouler avec comme nouveauté la participation des juniors à la compétition, c'est-à-dire des joueurs qui sont entre 16 et 34 ans. La compétition va se dérouler du 27 septembre au 7 octobre 2024 au Palais des Sports de Treichville, en Côte d'Ivoire. Il faut noter que le Maracana a pour base le football, mais ici, il s'agit d'un jeu plus direct et plus efficace qui requiert beaucoup plus de verticalité. On va donc souhaiter bonne chance à l'équipe béninoise pour cette échéance mondiale. On va espérer justement que cette équipe ne nous revienne pas assez tôt comme on a eu à le voir avec d'autres équipes, notamment à travers diverses disciplines, que ce soit sur le continent ou ailleurs dans le monde. Quand on dit sur le continent maintenant, on connaît désormais l'affiche de la Super Coupe de CAF, Total Energy 2024, une rencontre tout à fait électrique qui s'annonce, puisqu'il s'agit d'un derby. Oui, il s'agit d'un derby entre 2 géants du continent, bien entendu. Un duel qui met aux prises 2 éternels rivaux à l'échelle nationale et sur le continent. Al Ahly, vainqueur de la Ligue des champions africaine, va affronter le Zamalek, quant à lui, vainqueur de la Coupe de la Confédération. Une rencontre qui se jouera bien entendu sur les installations, bien entendu, qui se jouera en terre marocaine, bien entendu, plus précisément à Riyad, au Maroc. Cette explication entre les deux nations, entre les deux équipes, est bien entendu la 3e, sinon la 2e édition s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la Super Coupe de la Confédération Tanguy. On va rester à la Confédération africaine de football pour parler du report du lancement de la phase des groupes des interclubs de la CAF à travers une annonce faite hier mardi 24 septembre 2024. La fêtière du football africain a annoncé que la phase des groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération saison 2024-2025 vont démarrer en novembre prochain, contrairement au 25 octobre qui était la date prévue pour le coup d'envoi officiel. Ainsi, les rencontres de la première journée se dérouleront les 26 et 27 novembre 2024. Cependant, le calendrier des matchs se poursuivra avec la 2e journée qui va se dérouler entre le 6 et le 8 décembre 2024, suivi de la 3e journée qui se tiendra du 13 au 15 décembre 2024. Suivront les matchs des 4e et 5e journées qui auront lieu respectivement entre le 3 et le 5 janvier 2025 et du 10 au 12 janvier 2025. Bien entendu, la 6e et dernière journée de la compétition est programmée entre le 17 et le 19 janvier 2025. Cette décision de report de la date du coup d'envoi de la phase des groupes des interclubs de la CAF est due aux qualifications pour le CHAN 2024 qui débute le 25 octobre 2024. On reste accroché. On verra bien ce que ça va donner. On finit par le noblard, comme on l'appelle, la boxe, avec ce Béninois qui fait des merveilles. Il s'agit de Clément Loko, triple champion d'Afrique dans la catégorie poids plume, dans laquelle il est inscrit. Il a affronté en début de week-end écoulé Candide, le pugiliste ghanéen Nathaniel Moupin. Et comme les 9 précédents combats, il a aussi remporté celui-ci. Oui, Tanguy, une victoire pour le pugiliste béninois, un 10e succès de rang en autant de combats pour Clément Loko, celui-là qu'on surnomme la Fontaine. Sur le ring du Children Park Arena au Ghana, le boss béninois de 56,5 kg n'a pas eu besoin, sinon n'a eu besoin que de 5 rounds pour mettre KO son adversaire ghanéen. Et comme je vous l'avais dit, bien entendu, il s'agissait de son 10e combat professionnel dans la catégorie poids plume. Grâce à cette victoire très précieuse, Clément Loko grappille quelques points et signe son entrée sur la scène mondiale du noble
Il devient ainsi le premier boxeur béninois à réaliser un tel exploit, une performance historique du pugiliste qui, malgré ses ressources limitées, continue de performer. Désormais, Clément Loko va livrer des combats au-delà du continent, pour ne pas dire sur la scène mondiale. On va rester collé au Noble A pour parler de la phase départementale ou même plateau du championnat national de boxe qui s'est déroulé le dimanche dernier à l'école urbaine centre de la ville de Porto Novo. Pour le compte de cette échéance zonale, 7 combats ont eu lieu, dont 6 d'exhibition et un combat officiel, puisqu'après la pesée officielle, un seul combat a été retenu dans la catégorie des poids lourds. Une explication qui a vu le boxeur Mysterio Oolabi Afora de Jeunesse Boxing Club triompher devant Nabil Hungé de Porto Novo, sinon de Porto Boxing Club, au cours de l'unique combat officiel. Il décroche ainsi son ticket pour la phase finale de la compétition. En parallèle, 2 combats de jeunes pugilistes ont permis de mettre en lumière, sinon de mettre la lumière sur les jeunes talents issus du programme Graines Olympique, un programme qui contribue à la préparation de la relève en préparant les futurs boxeurs, sinon les futurs espoirs de la boxe béninoise. C'était donc l'occasion, à travers ces 2 combats de jeunes, de révéler au grand public un bout de ce qui se fait dans les coulisses pour assurer la relève des jeunes pugilistes qui s'activent depuis plusieurs années déjà pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 et qui ont bouclé en début, sinon en fin de vacances scolaires, la phase 6 de leur mise au vert. Ainsi, cette phase départementale du championnat national a permis de connaître les boxeurs qui vont représenter la zone Ouémé Plateau au cours de la phase finale du championnat national du Noble A béninois. Elle va se dérouler dans les autres zones pour les jours à venir, ainsi pour déterminer les représentants des autres départements. Tanguy, Candy, c'est tout pour l'espoir de ce matin. Vous avez vidé votre menu. Ouais. Il était bien riche et assez fourni ce matin. Merci d'être passé par ici. C'est moi. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Merci, agréable journée à vous aussi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre invité ce matin. Et notre invité ce matin, je vous le présente, Ezekiel Bosikponom. Il est membre de Nutrition Sans Frontières, une organisation qui travaille à la promotion des bonnes valeurs et habitudes alimentaires. Monsieur Bosikponom, bonjour. Bonjour, Monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, vous avez organisé une journée de sensibilisation contre la malbouffe. C'était hier. Pourquoi une telle sensibilisation? Merci. Nous avons organisé cette séance parce que nous avons noté aujourd'hui qu'il y a une augmentation des maladies chroniques. Et quand on parle des maladies chroniques, c'est des maladies non transmissibles. Vous voyez? Donc, face à cette augmentation, il est vraiment important de sensibiliser la communauté. Voilà la raison qui nous a poussé à organiser de telles sensibilisations. Et est-ce que, je dois dire, face à cette mobilisation, les populations ont vraiment répondu hier? Oui, tout à fait. Comment vous le mesurez? La population était là. Ils ont répondu à notre appel. Nous avons une quarantaine qui était là. Vous voyez. Et donc, cela pour qu'ils ont répondu à notre appel. Alors, est-ce que face à des populations qui ont quand même hérité des habitudes alimentaires de vieille date, la pâte tous les soirs, par exemple, le lien pilé tous les soirs, ça ne fait pas comme importer des choses qui ne relèvent pas de leur culture que de leur parler de ce que vous êtes allé dire hier? Oui, tout à fait. Et c'est en cela, la rééducation nutritionnelle, elle est importante, vous voyez. Et déjà, nous nous sommes déjà habitués à une certaine habitude malsaine, vous voyez, et qui n'est pas inadaptée, vous voyez. Et du coup, il faudrait quand même changer les mentalités, changer les habitudes en matière de la bonne préparation. Donc, c'est à cela nous avons mobilisé, nous avons inculqué les valeurs basiques,
les valeurs qui, quand même, va les amener à désormais préparer des repas sains et aussi enrichis. Vous voyez, donc, on dit souvent que l'ignorance tue. Vous voyez, donc, la communauté hier, ils ont découvert beaucoup de choses et qui d'ailleurs, la mise en pratique pourra vraiment donner un changement. Qu'est-ce que vous leur avez appris concrètement? D'accord. D'abord, nous avons sensibilisé la population sur la bonne alimentation. En parlant de la bonne alimentation, qu'est-ce qu'il faut réellement manger pour être en bonne santé? Vous voyez? Et en cela, nous avons aussi parlé des repas qui sont dits malsains et qui ne font pas du bien à notre organisme. Il y en a un qui fait du mal? Oui, on peut citer les hamburgers par exemple, vous voyez. Mais ils en mangent ailleurs, la quantité, ils n'en mettent pas pour autant. Oui, mais c'est la conséquence, on est en train de souligner. La conséquence plus tard, c'est quoi? Ce sont les maladies chroniques, à savoir l'obésité et le diabète par exemple, l'hypertension, vous voyez. Donc, il y a de ces genres de maladies qui sont des tueurs silencieux, vous voyez. Ça n'a pas de signaux dans l'instant, mais progressivement, ces symptômes commencent par réagir pour pouvoir quand même entraîner des conséquences qui sont vraiment... Quand vous leur demandez de changer d'habitude, est-ce que les gens vous comprennent? Bon, ce n'est pas quand même un truc aisé, puisque ils sont déjà auparavant habitués, vous voyez, à un certain régime alimentaire. Donc, du coup, changer brusquement ne serait pas facile. Mais ils ont compris quand même qu'il est vraiment important de vraiment adopter les bons styles de vie et aussi les bonnes méthodes de préparation. Alors, bien manger égale d'abord avoir de l'argent, ça c'est clair. Alors, la malbouffe, est-ce que ce n'est pas d'abord un problème de moyens? La malbouffe, non. Est-ce que c'est d'abord un problème de moyens? Non, je ne veux pas donner cette réponse dans le but de pouvoir indexer ou bien de pouvoir quand même encourager ceux qui ont des moyens de continuer dans cette malnutrition. Mais au contraire, on peut trouver des gens aujourd'hui qui n'ont pas assez de moyens. Ils ont les moyens de bord et les moyens rudimentaires, mais qu'on constate qu'ils sont obèses. Pourquoi? Parce que c'est lié à leur choix alimentaire. Est-ce que ce n'est pas génétique plutôt, héréditaire plutôt? Bon. D'une part, on pourra le dire ainsi, mais la plupart est liée à la mauvaise alimentation. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, maintenant, il faut d'abord connaître les aliments, faire le choix maintenant et une variation. Vous voyez? Il faut une diversification alimentaire. Il faut varier nos repas. Ne pas toujours nous concentrer sur les aliments énergétiques, sur les aliments caloriques, vous voyez, qui apportent uniquement de l'énergie ou bien de la graisse. Vous voyez? Parce que c'est en accumulant, vous voyez, cette énergie-là qui est stockée dans l'organisme maintenant, qui est maintenant sujet de malbouffe. Vous leur parlez de entrée, résistance, dessert. Oui. Il faut être riche pour faire ça? Non, pas du tout. Pas du tout, je crois. Et moi, je connais certains ménages, certaines familles, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent vraiment à manger. Ils font tout ce protocole-là autour de la table, c'est-à-dire, mettons quoi, entrée, résistance et dessert. Bon, oui. Pour le petit déjeuner, il faut un repas léger, pas trop concentré en huile ou bien en gras. Vous voyez. Et donc on ne peut pas manger les omelettes alors? Vous voyez. Bon, les omelettes, si. Il faut en manger puisque c'est d'ailleurs une source
de croissance. Vous voyez, c'est riche en protéines, vous voyez, mais il ne faut pas en abuser, vous voyez, parce qu'on dit souvent que l'excès de toute chose nuit gravement à la santé. Alors, pendant justement la journée, vous aviez, ma foi, fait des dépistages. Oui, tout à fait. Quelles sont les statistiques? Tout au long de notre séance de dépistage, nous avons noté, quand nous prenons sur 100 personnes, il y a au moins plus de la moitié qui sont déclarées comme personnes en état nutritionnel normal. Normal. Vous voyez? Plus de la moitié. Oui, plus de la moitié. Là, on est à Boumé-Calavi, hein? Oui, oui, bien sûr. On est avec des artisans. Oui, des artisans. Donc, le reste, disons, plus du cas, vous voyez, plus du cas sont vraiment en situation de malnutrition. Vous voyez, plus de 44% de taux de malnutrition. Vous voyez que c'est tellement élevé, vous voyez. Donc, nous avons, pour donner plus de détails, nous avons 10% de taux de maigreur, nous avons 20% de taux de surpoids, nous avons 15% de taux d'obésité. Vous voyez? Donc voilà ce que notre résultat, notre statistique a donné tout au long de C'est les mauvaises habitudes qui amènent ça, c'est ça? Oui, bien sûr. Les mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes, c'est quoi concrètement? L'abus? Les mauvaises compositions? Les mauvaises habitudes alimentaires, il y a d'abord la mauvaise composition d'abord. Parce que c'est pas là d'abord. Pour préparer une alimentation saine et équilibrée, il faut d'abord commencer par le choix des aliments. Et déjà, si on rate cette étape, ce stade, alors le tout ne va plus aboutir à une alimentation saine et équilibrée. Donc, il faut choisir, il faut savoir choisir quels sont les aliments que je peux manger, qui peuvent m'apporter des vitamines, par exemple, des minéraux, et eux aussi, qui peuvent me favoriser une bonne croissance, et non des aliments qui vont vraiment faire augmenter ma masse adipeuse. Oui, mais chez nous en Afrique, plus on est gros, plus ça révèle qu'on va bien. Bon, c'est notre philosophie. Alors, comment peut-on faire l'équilibre pour éviter d'être malnutri, donc sous la barre, malnutri au-dessus de la barre normale? Ok. Et d'abord, notons que l'indice normal est pour un sujet qui a un bon état nutritionnel, déjà, c'est compris entre 18,5 et 24,9. D'accord. Donc, pour composer un repas ou bien une alimentation saine et équilibrée, déjà, il faut commencer par savoir qu'est-ce que l'organisme a besoin. Les besoins énergétiques, vous voyez. Donc, c'est en cela maintenant qu'on pourra savoir qu'est-ce qu'il faut apporter. Est-ce que ce n'est pas fonction du travail que nous faisons d'abord? Oui, bien sûr. On parle des paramètres, et des caractéristiques physiques et psychologiques. Vous voyez, à savoir l'âge, le poids, la taille, l'activité de la personne, et qu'elle soit au repos ou au travail. Il y a également le sexe. Vous voyez, il y a également le sexe qui est un facteur favorisant de notre état nutritionnel. Allez, 2 mots en termes de conseils pour finir rapidement. D'accord. En termes de conseils, nous recommandons vivement à la population de manger vraiment assez de légumes et de fruits, et de remplacer les aliments lourds par des aliments un peu plus
Dans notre contexte culturel, pardon, les plats ils sont très lourds. Bien sûr, oui, les que nous avons, ils sont très lourds. Peut-être parce que originellement, nos grands-parents avaient des activités qui exigeaient beaucoup d'énergie. La chasse, les travaux champêtres, enfin, l'agriculture et tout, la pêche, etc., qui étaient des activités qui demandaient beaucoup d'énergie. Donc, il fallait manger la pâte, il fallait manger une liane pilée, il fallait manger du haricot bien solide et bien garni de gaille. Oui, mais alors comment on fait? Tout à fait. Et il faut ça aussi parce que c'est en fonction, c'est la capacité, vous voyez, que l'organisme, vous voyez, demande en fonction de nos activités physiques. Mais du coup, il faudrait aussi faire une variation, vous voyez, une diversification alimentaire. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi l'ONG Monde Action Durable, vous voyez, et elle est basée, vous voyez, pour sensibiliser la population, la communauté face aux enjeux liés à la mauvaise habitude alimentaire. Et du coup, nous demandons à la population, quelle que soit leur cible, quel que soit leur rang social, vraiment, de veiller à ce qu'ils mangent, de veiller à leur alimentation, parce qu'on dit souvent que la santé se retrouve dans nos assiettes, vous voyez, dans nos plats, vous voyez. Donc, si nous voulons être en bonne santé, en bonne forme, il faudrait vraiment mettre un accent important sur ce que nous ingérons dans notre organisme. Faut-il vraiment manger et alors là impérativement un fruit après le repas ou avant le repas, je ne sais pas trop. Oui, le fruit, ça dépend des nutritionnistes qu'on a en face. Oui. Le fruit, il faut en consommer, mais comment? D'abord, si nous jetons un coup d'œil dans nos pays francophones ou bien... Dans les pays francophones ou les pays limitrophes? Dans les pays tropicaux, je vais dire, ou bien... Nous allons voir qu'il y a une tendance, les gens aiment plus consommer du fruit après le repas. Soit disant, bon, parce que après le repas, il y a un processus, un mécanisme qui se déclenche, le mécanisme de la digestion, vous voyez. Maintenant, et à ce stade-là, si déjà nous apportons à l'organisme des fruits, l'organisme pourra maintenant, à travers ces fruits bien sûr, retirer les fibres alimentaires. Parce que ce sont ces fibres-là qui vont faciliter le processus de digestion de l'organisme. Vous voyez? Donc, il est aussi bien de consommer des fruits après le repas pour faciliter, pour favoriser au fait le processus de la digestion. Quand même également, on pourra aussi on pourra aussi en manger avant pour pouvoir prédisposer notre organisme à aussi enclencher ce processus de digestion aussi facilement. Enclencher ce processus de digestion. Vous voyez, donc on ne pourra pas dire que ces deux gestes posent ou bien prêts sont préfaces. Non, ça dépend du choix de la personne et de l'objectif aussi visé. Un mot pour finir rapidement. Je voudrais vraiment dire merci à l'ONG Monde Durable et Action et à l'ONG Action Monde Action Durable. Monde Action Durable, pardon, pour cette vision qu'elle a. Parce que quelqu'un ou bien une organisation qui a une vision, vous voyez, d'assurer le bien-être de sa communauté, c'est déjà une bonne chose, vous voyez. Oui. Et nous la recommandons de persévérer dans cette optique, vous voyez, pour que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que nous puissions avoir des personnes qui ne soient plus obèses, des personnes qui ne soient plus en surpoids, des personnes qui ne soient plus également maigres. Vous voyez, que tout le monde puisse avoir vraiment un niveau de vie stable et aussi une forme
et qui répond à un état nutritionnel normal. Merci. Ézéchiel Bossipouron, je rappelle, vous êtes membre de Nutrition Sans Frontières. Vous aviez été sollicité par l'ONG Monde Action Durable pour, ma foi, travailler à une sensibilisation au sujet des bonnes habitudes et valeurs alimentaires et nutritionnelles. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Merci, monsieur Tanguy. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on marque une pause. Le temps pour nous d'entrer en contact avec Jacques Degbé. Ce sera pour la rubrique économie. Je vous rappelle, aujourd'hui, elle porte sur le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2025. Il y a une semaine exactement, notamment le mercredi dernier en Conseil des ministres, le gouvernement de Patrice Talon a décidé d'envoyer le document aux élus du peuple afin de recueillir leur avis pour donc le programme ou chronogramme à tenir tout au long donc de l'année 2025. Alors, quelle lecture en fait notre spécialiste maison du document proposé et notamment des aspects révélés comme positifs dans ce budget-là? C'est de quoi nous allons discuter avec Jacques Degbé. Pour l'instant, on va faire la pause. Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le bachelor. Toutes les filles du lycée du cours après. Mais on a aussi des vrais sportifs, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, La Dernière Voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Jusqu'au 22 septembre, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, motion de procédure. Oui, nous devons voilà. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée au salon, pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation.
Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le bachelor. Toutes les filles du lycée du cours après. Mais on a aussi des vrais sportifs, hein, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, La Dernière Voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Jusqu'au 22 septembre, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée. La rubrique économie sur Actu Matin, nous sommes mercredi. Jacques Digbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Canal 3. Le gouvernement, qui n'a pas dérogé à la tradition, d'ailleurs, il y est bien contraint, conformément aux tests en vigueur en la matière, l'exécutif a transmis mercredi dernier à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de budget de l'État pour sa gestion de 2025. On parle désormais de 3 551 milliards de francs CFA pour financer les différentes politiques de développement l'année prochaine, Jacques. C'est tout simplement une hausse de 11% comparée à la loi de finances qui est en cours d'exécution pour cette année 2024. Oui, c'est un projet de budget, encore une fois, on est tous d'accord là-dessus, extrêmement ambitieux que l'exécutif vient de transmettre au Parlement. 3 551 milliards de francs CFA, c'est 352 milliards de francs CFA de plus que le budget 2024, et une hausse de 518 milliards comparé à la loi de finances 2023, rien que ça. Alors, attendons-nous d'abord sur cet aspect de la question, le fait que nous ayons un budget
budget en perpétuelle augmentation chaque année, alors même que la conjoncture économique actuelle presque peu favorable partout dans le monde. On est à peine sorti de la crise de la Covid-19, que la guerre russo-ukrainienne s'est éclatée le 24 février 2022. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est le Moyen-Orient qui est en feu depuis maintenant bientôt un an, depuis octobre 2023, avec cette guerre entre l'Israël et la Palestine. Tout ceci, bien sûr, perturbe les économies du monde, surtout celles plus fragiles que les nôtres. Ainsi, dans un tel contexte, le Bénin parvient à augmenter de façon drastique son budget année après année. Cela reste une sacrée performance, surtout que dans tout ça, la crise bénino-nigérienne, je ne vous apprends rien, a d'énormes répercussions sur l'économie béninoise. Bref, tous les vents semblent contraires, mais encore une fois, le Bénin développe une résilience incroyable, ce qui fait d'ailleurs du pays l'une des économies les plus dynamiques de la sous-région. Ah ben, il faut s'en réjouir et applaudir des pieds et des mains. Alors 3551 milliards, c'est beaucoup de sous, Jacques. À quoi est-ce que ça va servir tout cet argent-là? Oui, le relevé du Conseil des ministres parle d'un budget qui sera consacré à la poursuite et à la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des prix de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Ceci dans le but de renforcer la résilience de notre économie. Mais tout ça semble un peu trop compliqué, un peu trop du chinois pour le peuple, le citoyen lambda. Ce que veut le peuple, c'est bien la part du social. Ce que veut connaître le peuple, la part du social qui est contenue dans ce budget. Les dépenses à sensibilité sociale s'élèvent à 1101,71 milliards de francs CFA en 2025, soit 41,5% du budget général, 1101 milliards sur les 3500. Cela traduit la propension du gouvernement à investir dans le social. D'ailleurs, depuis plusieurs années maintenant, la part du social dans le budget national oscille toujours autour de 41%. La question est de savoir est-ce que cela se traduit réellement sur le terrain. Chacun aura bien sûr son opinion sur la question, mais les nombreuses infrastructures réalisées à travers le pays, les projets tels que Bessoké, Soued, le dispositif Azoli, les filets sociaux, le microcrédit à l'AFIA et autres, sont quand même des arguments, les preuves que le social est en partie une réalité aujourd'hui au Bénin. De façon spécifique, ce projet de budget tient compte de la préparation des élections générales de 2026. Oui, c'est d'ailleurs ce qui traduit cette augmentation que nous avons constatée, l'achèvement, la mise en service et le fonctionnement de plusieurs infrastructures socio-économiques, cités ministérielles, cités administratives, départementales, services marchands, réceptifs, hôteliers et touristiques, structures sanitaires de référence dans le CHIC, le centre hospitalier international de Calavi, l'hôpital de zone de Savé-Ouessé, l'hôpital de zone de Tchaourou, la montée en puissance également des projets de filets sociaux avec le projet Besso, que j'en parlais tantôt, un projet qui vise à sortir les bénéficiaires de leur situation de précarité. Le microcrédit à l'AFIA est toujours de mise, tout comme le projet d'alimentation scolaire dont la couverture va passer à 100% en zone rurale, l'expérimentation du projet de supplément de nutrition de 1000 jours. Le budget 2025 se penchera aussi sur la mise en service de plusieurs systèmes d'alimentation en eau potable multivillages et leur raccordement aux ménages, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et l'acquisition des compteurs à moindre coût. On n'oublie pas non plus la densification du réseau routier par l'achèvement et la livraison de plusieurs infrastructures, tant en milieu rural qu'en zone urbaine. Voilà en résumé ce qui est prévu dans ce budget qui, bien sûr, sera très prochainement voté. Les députés de la 9e législature se réuniront très prochainement à l'Assemblée nationale pour une plénière pour examiner le document, apporter peut-être quelques réajustements, mais au finish, cela devrait passer surtout dans un parlement acquis à la cause du chef de l'État. Justement, numériquement en parlant, acquis donc à la cause de Patrice Talon. Mais où est-ce que Patrice Talon trouvera tout cet argent? Il vous l'a dit, Jacques. C'est là le gros défi à relever, même si le gouvernement du président Patrice Talon, depuis son arrivée au pouvoir, a quand même
montrer sa capacité à mobiliser les ressources. On a quand même réussi à exécuter jusqu'à des taux assez intéressants notre budget depuis maintenant 8 ans. Les 3 551 milliards de francs CFA ne sont pas dans un coffre quelque part ou dans une banque pour que, à chaque fois que nous avons besoin de construire une infrastructure, de faire tel projet, de réaliser telle chose, qu'on a prélevé aux besoins. Non, il faut aller chercher ces fonds et cela passe par des recettes douanières au niveau des impôts, au niveau du trésor, au niveau même de la police républicaine, les impôts également qui contribuent à ce budget-là. Ça, ce sont les ressources au plan interne. On ira également sur le marché financier international avec des prêts auprès des institutions financières, les clubs de Paris, de Londres et bien d'autres pour financer ce budget 2025. C'est dit que au niveau des citoyens, il faut se mettre dans la tête que nous devons tous contribuer à atteindre ce budget-là. C'est pas une question, un défi réservé seulement au gouvernement ou c'est le Patrice Talon et ses ministres qui doivent travailler à obtenir ce budget-là. Non, à travers les impôts que nous devons payer. Notre devoir citoyen de payer nos impôts, de payer tout ce qu'il faut en termes, par exemple, de fiscalité au niveau des entreprises. C'est pas ces devoirs, cet accomplissement-là que nous pouvons donc contribuer à atteindre ce budget exercice 2025 qui est quand même un budget, je le rappelle encore une fois, très, très ambitieux. Jacques, vous aviez parlé de mobilisation de ressources, mais on sait que dans les communes, c'est la galère. L'épargne brute est en chute libre. Oui, et la trésorerie des communes au Bénin ne se porte pas très bien, seulement que l'on peut dire. C'est d'ailleurs ce que révèle un rapport rendu public récemment par la direction de la production des comptes publics. Et selon les chiffres de ce rapport, eh bien, les communes ont perdu plus d'un tiers de leur épargne brute, rien qu'au premier semestre de l'année 2024, ce qui représente 37,8% de taux de chute comparé à la même période en 2023. En valeur absolue, l'épargne brute des collectivités locales décentralisées est évaluée à 17,78 milliards de francs CFA à fin juin 2024, contre 28,59 milliards de francs CFA un an plus tôt. Dans les détails, les 77 communes du Bénin présentent des fortunes diverses. Les chiffres de la DPCP montrent que les communes à statut ordinaire tirent leur épingle du jeu par rapport aux autres communes malgré cette conjoncture négative. Ainsi, le département des collines a vu son épargne brute augmenter de 69% pour atteindre 1,6 milliard de francs CFA. Lors des 6 premiers mois de l'année en cours, le département de la Donga fait encore mieux, avec 83%, alors que le Koufo n'a enregistré qu'une légère hausse de 2% avec une épargne brute de 1,81 milliard de francs CFA. Par contre, les départements de l'Atlantique, du littoral et de Lomé, qui d'habitude font office de bons élèves, ont enregistré des contre-performances puisque les épargnes brutes respectives ont chuté de manière drastique. Le littoral que représente la ville de Cotonou a enregistré une baisse de 72%, 51% de chute pour l'Atlantique et le nez recule de 30%. Et il n'y a pas que l'épargne brute qui est baissée dans les communes. Les recettes fiscales sont aussi en baisse, toujours selon les statistiques de la direction de la production des comptes publics. Des chiffres assez inquiétants en tout cas pour ce qui concerne les communes à statut singulier. On pourrait bien revenir là-dessus, hein, Jacques, pour mieux comprendre cette bien attitude de ces communes dans les 3 départements que vous aviez cités, à savoir le littoral, l'Atlantique et l'Ouémé, où se situent d'ailleurs les plus grandes villes, je dois dire, du Bénin. On verra quelles sont les causes qui peuvent expliquer un peu cet état de choses, alors même que les communes ordinaires se portent relativement bien. Il vaut mieux être maire de commune ordinaire actuellement, Jacques, c'est bien cela. C'est bien cela. De toutes les façons, on tentera d'avoir la réaction ou les réactions des acteurs concernés, ou peut-être d'espérer également pour nous expliquer de fond en comble les causes de cette baisse qu'on a constatée en ce qui concerne l'épargne brute et également les recettes fiscales. Au niveau des communes, j'ai quand même pu échanger une fois ici avec le maire de Parakou qui m'a dit, par exemple, je crois pour l'année 2023 ou 2024,
2022, je ne me rappelle plus trop, qu'ils n'ont réussi à mobiliser que 33% de ce qui était prévu en termes de recettes fiscales, alors qu'il y a beaucoup de projets à financer. Il y a les grands, des populations au quotidien, telle voie dégradée ici, telle école qui s'est effondrée quelque part, beaucoup de choses à faire, mais il n'y a pas d'argent parce que, eh bien, il n'y a pas de recettes fiscales. Peut-être également à cause de l'indiscipline, les populations qui ne veulent pas payer les impôts, ou peut-être également parce qu'au niveau de ces mairies-là, on n'est pas véritablement bien organisé. Jacques Degué, merci. Merci à vous, Tanguy. Bonne journée à Parakou. Très bonne journée. Merci. Retour à Cotonou, mesdames et messieurs. On va marquer à nouveau une pause et nous allons revenir par ici pour engager le débat. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. De retour en plateau pour nos moments de discussion ce matin, le riche Gaba qui nous est revenu. Le riche, vous nous aviez manqué hier, bonjour. Ouais, merci bien, je vais très bien maintenant. Voilà. Bienvenue parmi nous, William, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors on va commencer par parler, j'avais annoncé deux sujets notamment. Le tout premier lié justement à cette affaire qui défraie la chronique depuis hier à Cotonou, lié notamment à l'arrestation de 3 hommes, 2 du monde de la politique et 1 du milieu sécuritaire. On devrait en parler. On parlera aussi surtout des conditions dans les prisons du Bénin, pardon. Et je propose donc qu'on commence par là. Et justement, on a eu la semaine écoulée quelques échos liés à la population carcérale et les conditions dans lesquelles elle vit. Et véritablement, Ulrich, c'est une horreur quand on entend un peu les descriptions qu'on en fait. La répartition, je dois dire, de la nuit pour dormir. On dort à tour de rôle, par exemple. On a l'impression, au-delà même de ces conditions, d'abord qu'il y a cette surpopulation qui doit avoir provoqué tout cela. Comment est-ce qu'on peut comprendre que les prisons soient aussi habitées que ça? Écoutez, ce n'est pas que l'apanage du Bénin. Quand on dit que les prisons sont bondées, on le savait depuis très longtemps. Ça ne date pas d'il y a 10 ans. Ça a été vraiment enfloué. Et le plus important qu'il faut déjà retenir, c'est de voir ce qu'il y a lieu de faire pour désengorger un tant soit peu cette prison. Puisque le véritable problème, quand vous suivez les estimations qui sont faites, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de détenus, je dirais plutôt de personnes en détention préventive.
cela veut dire qu'il y a un véritable problème au niveau de l'opérationnalisation de la chaîne judiciaire, parce que s'il y a des gens qui attendent leur audience depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans, nous avons même entendu des gens qui ont fait près de 20 ans sans qu'on ne les interpelle, quand on les appelle pour juger de leur cas, ce qui veut dire que jusqu'à l'heure où nous parlons, ces personnes sont toujours, en fait, ont encore la présomption d'innocence parce que leur cas n'est pas encore vidé. Donc, dans les prisons actuellement, tout ce que nous voyons, oui, mais la proportion doit être moins. La proportion doit être moindre. On ne peut pas dire que c'est à cause de ça. Non, pas moins. Ah oui, qu'elle a. Pas moindre. Les estimations que nous avons eues font état d'au moins les tiers. Sérieusement. Les tiers. Les informations que nous avons font état d'au moins les tiers. Ça veut dire que au moins le tiers est encore en détention préventive. Donc, moi, je n'aimerais pas m'avancer sur les conditions elles-mêmes, parce que les conditions seront ce qu'elles sont. Le plus important, c'est que c'est une question de moyens aussi. Nous avons entendu le gouvernement annoncer des prisons civiles qu'on veut également relancer, la construction et réhabiliter celles qui sont déjà là. J'ai eu le temps de visiter la prison civile de Cotonou une fois, avec une autorité dont j'étais le nom. Et quand nous sommes allés là-bas, nous avons échangé avec le régisseur d'antan qui nous a donné certaines informations qui m'ont, moi, fait peur. Il est arrivé d'un moment où vous voyez l'eau couler la nuit et vous pensez que c'est de l'eau, mais en réalité, c'est la sueur. C'est-à-dire, ils sont couchés de sorte à ce que la sueur dégouline, comme si c'était de l'eau de ruissellement. Ça donne froid dans le dos. Le régisseur d'antan nous a également dit que certains sont parfois obligés de dormir accroupis parce qu'il n'y a pas de la place. Ils sont obligés de dormir accroupis. Et à la fin, c'est que les viscères descendent maintenant dans les testicules et ça leur crée des hernies. Nous avons eu beaucoup d'informations qui donnent froid dans le dos. Et si déjà aujourd'hui, le gouvernement prend la mesure de la situation en estimant qu'il faut construire de nouvelles prisons, qu'il faut réhabiliter les on reviendra sur cette solution après des solutions proposées. Les promesses viendront peut-être, mais tout de suite. Mais voyons déjà. Personnellement, moi, je pense déjà qu'on commence par assainir ces milieux-là, parce que le fait qu'ils soient déjà surpeuplés, ça crée des problèmes. Oui, justement, examinons d'abord les causes de ce surpeuplement-là dans les prisons. Vous aviez commencé à parler de cette difficulté à faire observer, je dois dire, les règles élémentaires de la chaîne judiciaire. C'est l'élément fondamental, William, qui explique qu'on ait autant de monde en prison. On n'est quand même pas des délinquants tous au Bénin, sinon majoritairement. L'appareil justice est grippé. Depuis les officiers de police judiciaire jusqu'au plus haut niveau, grippé par sa lenteur, grippé par le manque de moyens, le manque de personnel, grippé par aussi les règles de procédure. Vous savez, quand vous prenez une juridiction par exemple comme la Criette qui a compétence nationale et que pour cybercriminalité, un jeune homme doit quitter Banikwara, on doit l'amener de Banikwara à Cotonou. Tant que c'est cybercriminalité, c'est que tout l'appareil de police se désengage presque sur son territoire de compétence. On le défère d'abord à la Criette. Ils sont nombreux dans le cas. Le procureur spécial, tout seul, au four et au moulin, sur plusieurs autres dossiers, et à cheval, qui n'a presque pas de temps de répit. Il a quand même un éventail de compétences matérielles pour sa juridiction. Oui. Et donc, au nom de cela, par exemple, vous voyez que à son corps défendant, il voit la procédure durer pour le cas de ce jeune homme et pour bien des cas sans armes, sans moyen peut-être de trouver une solution. Et il y a aussi, vous savez, que les déclarations des autorités judiciaires ou précisément des autorités pénitentiaires de notre pays ces derniers jours corroborent bien les données d'Amnesty International qui, dans son rapport précédent, évoquait plus de 18 000 et justement la population carcérale avoisine 20 000 au dire des autorités de l'agence pénitentiaire. Vous savez, il y a notre politique pénale qui est incriminée. La façon dont pour un rien,
quelqu'un est en détention préventive pour un rien, au lieu de relaxer, au bénéfice du doute, on veut d'abord, coûte que coûte, présenter au procureur de la justice. La personne. Voilà, au procureur de la République. Le policier se désengage. Dans les procès-verbaux, on y met tout et rien, dans une célérité parfois fatale pour les personnes inculpées, les prévenus. Et dans une atmosphère comme celle-là, ne vous attendez pas à grand chose. Je vois des recrutements lancés pour des corps, des professions judiciaires. Ça ne va pas régler le problème en 1-2 ans. C'est un mal qui est profond, qui se pérennise, et je crois qu'on en a suffisamment parlé aussi. Oui, là on fait bien peut-être de mettre l'accent sur les prisons et aller voir ce qui se passe dans les commissariats où les gens ils sont parqués comme des sardines. Ça va même au-delà des cas des sardines. Eric, je demandais si les Béninois ne sont pas devenus un peu tricheurs par rapport à la loi qui explique qu'on ait des prisons aussi bondées. Non, je pense fondamentalement que c'est au niveau des procédures qu'il faut peut-être accélérer les choses et permettre à ces personnes de se situer. Quand vous voyez les rapports d'Amnesty et d'autres organisations qui travaillent sur les conditions de vie en milieu carcéral, depuis plusieurs années, on a toujours mis l'accent sur cette surpopulation et qui, comment on dit, est née de ce que vous avez des gens qui ne sont pas encore situés, mais qui sont toujours là, qui ont déjà fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans, mais qui n'ont pas encore été reçus par le procureur pour statuer véritablement sur le cas. Et il se pourrait que ces personnes soient innocentes. Il se pourrait que, in fine, on se rend compte qu'en réalité, on n'a véritablement rien à leur reprocher. Et donc, autrement, ces personnes n'ont pas leur place, justement, dans ces maisons d'arrêt. Et donc, il faut trouver véritablement le mécanisme par lequel, William l'a rappelé, tout ce processus, comment il faut accélérer, comment, quand on commence dès une interpellation, en passant par un commissariat juste pour aller au haut niveau, comment il faut faire pour qu'à chaque étape, n'est-ce pas, l'acteur qui doit jouer un rôle puisse le jouer vite et dans un délai raisonnable, n'est-ce pas, pour que l'individu, le citoyen qui doit être jugé, soit jugé et soit connu véritablement en tant que tel et purger sa peine. Ça, c'est un. Après, nous savons aussi que l'environnement dans lequel ces personnes sont envoyées, nous pouvons imaginer ce que Ulrich a si bien démontré est vraiment une réalité, justement. Et là-dessus, je pense que l'État n'a pas suffisamment fait d'efforts en ce sens. Vous savez, quand on parle des conditions dans lesquelles ces personnes séjournent, l'exiguïté des cellules, pour l'effectif, vous pouvez imaginer, l'alimentation, c'est un problème, les questions de soins, n'en parlons même plus, l'énergie, parfois on lit sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas du tout l'électricité. Donc autant de questions sur lesquelles on n'a véritablement pas observé beaucoup d'améliorations de nature à permettre à ces personnes de pouvoir, je dirais, se retrouver dans de meilleures conditions carcérales. Il y a quand même une politique, toujours parlant de cette surpopulation, il y a quand même une politique de loi pour désengorger un peu, je dois dire, les prisons. Pourquoi c'est difficile de les mettre en œuvre? La question, par exemple, pas la question, la prérogative accordée au chef de l'État quand même, de prendre certaines décisions pour libérer ceux qui, dans une certaine mesure, peuvent être libérés. La question de travaux d'intérêt public, la question... Il y a beaucoup d'allègements proposés par la loi, mais que nous n'utilisons pas. Effectivement, vous n'avez pas tort. Il y a effectivement beaucoup d'allègements. Mais le plus important tout de suite, c'est de voir, parce que vous n'êtes pas de savoir qu'il y a la grâce présidentielle qui est là. Il y a également la possibilité de faire des travaux d'intérêt public. Tout cela, il y a même une dernière modification. L'erreur encore, c'est que souvent, ici, chez nous, nous confondons souvent la prison et les maisons correctionnelles. Là encore, il y a une petite nuance, parce que quand vous prenez un petit volet peut-être de coq ou de cabri, que vous mettez avec le gros truand, le malfrat qui a braqué, qui commet des crimes de sang, ensemble, vous les mettez tout le temps, vous les mettez ensemble pendant un bon moment, il y a toujours une interférence, ou du moins c'est une forme de conquête. Le jeune qui était peut-être le petit filou du quartier,
va acquérir des connaissances auprès des grands bandits de l'autre côté, et quand il ressort, c'est qu'au finish, les intentions qu'il n'avait pas, il redevient encore plus dangereux. Donc, il faut beaucoup faire attention à ces détails-là. Ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est bien possible. Il y a la possibilité de les mettre ailleurs pour qu'ils travaillent pour l'intérêt public. Mais depuis un certain temps, ce n'est pas fait. On ne sait pas exactement pourquoi. Et quand vous regardez de façon holistique la situation carcérale de notre pays, surtout quand vous vous référez au dernier rapport de Amnesty International sur nos prisons, vous vous rendez compte que, au-delà de tout, il y a aussi quelque peu la mauvaise foi de certaines personnes. Quand dans ce rapport, vous fait comprendre qu'il y a même des détentions arbitraires, vous vous posez des questions. Des gens qui sont envoyés en prison, qui n'ont personne a priori, et qui sont, je les appellerai les oubliés de la République. Parce qu'ils n'ont personne, ils n'ont pas d'avocat. Est-ce que c'est pas facile pas facile de charger l'appareil judiciaire? Si vous n'aviez pas été là où on a volé un mouton, un commissaire ou un policier, je ne viendrai pas vous chercher. Si vous n'aviez pas, malheureusement, vous chercher. Je vous rappelle tout de suite que tous ceux qui sont en prison aujourd'hui ne sont pas fautifs. Ça c'est clair, ce n'est pas seulement une spécificité. Et là ça pose problème, parce que c'est pour ça que je parlais ce n'est pas une spécificité des prisons du Bénin. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup là qui bénéficient encore de la présomption d'innocence. Donc là déjà, on ne peut pas dire qu'ils se sont qui sont condamnés ou qu'ils méritent ce qu'ils vivent. Je connais un cas par exemple dont j'étais exprès le nom, un monsieur qu'on a arrêté, qu'on a envoyé en prison dans des conditions qu'on connaît. On l'a présenté au procureur une première fois. Au finish, ils se sont rendus compte que le dossier est vide. On l'a ramené en prison quand même. Il a fait 2 mois, on lui a dit qu'il allait sortir le mois prochain. Le mois est venu, il n'est pas sorti. Le 3e mois est venu, il n'est pas sorti. 6 mois après, on le fait sortir, mais on ne lui notifie rien. On lui dit simplement que son dossier est vide, qu'on n'a rien dit. Pendant 6 mois, vous imaginez, on l'a bloqué en prison, à la prison civile de Cotonou, là. On l'a bloqué là. Et après 6 mois, on le sort simplement, on ne lui dit rien. Et jusqu'à l'instant où je vous parle, ce monsieur veut savoir pourquoi on l'a arrêté, pourquoi on l'a envoyé en prison. Voilà les cas réels que nous vivons. L'exemple que Lurich donne n'est même pas le plus touchant. Il y a ce dossier qui a été traité par la Commission des droits de l'homme où le citoyen a fini de puger sa peine. Et il y a un document qu'on doit lui délivrer. Il y a un document qu'on doit lui délivrer qu'on ne lui a pas délivré parce que le service qui doit le faire ne s'en est pas préoccupé. Au point où c'est la commission qui a fini par s'intéresser et le monsieur a retrouvé sa liberté. Donc vous avez aussi dans cet effectif des gens qui ont fini de puger le peine, mais bon, on ne sait pas. Mais je demandais. Alors ces erreurs judiciaires ou ces écarts, quelle est leur proportion? Quelle est leur contribution? C'est assez grand sur c'est consistant parce que ce que vous dites, ça n'existe nulle part. Vous ne verrez pas une société où vous n'aurez pas affaire à de voleurs, en tout cas des gens qui portent atteinte à la loi régulièrement et qui se retrouvent de l'autre côté. Et donc, c'est peut-être la nature qui est comme ça. Mais ce n'est pas parce que la nature est comme ça que ce que l'État doit faire pour mettre en place les mécanismes, les accélérer d'abord, pour que chaque citoyen bénéficie d'une juridiction et dans un bref délai, et que, une fois où l'individu se retrouve là-bas, que les conditions de vie soient les meilleures, parce que c'est pas non plus parce que un juge ou un procureur vous a condamné pour un fait que vous avez commis, que bon, vous n'avez plus de droits, vous n'avez plus besoin qu'on puisse avoir une assistance sanitaire, que vous pouvez être dans un environnement assez propre, n'est-ce pas, pour purger votre peine. William, toujours sur cette affaire de surpopulation et les moyens qui existent pour quand même, je dois dire, accélérer un peu ou épargner certaines personnes d'aller séjourner là-bas. C'est en pis-aller qu'il faut considérer ces moyens. Ils sont en aval, pas en amont. En amont, ça ne sert à rien de grossir les prisons, les maisons d'arrêt de gros effectifs par des banalités, des erreurs, par des peccadilles parfois, et attenter à la liberté des gens pendant longtemps avant d'espérer des mesures gracieuses, des mesures... il y a même une toute dernière que le code pénal, je crois, a proposé, qui permet la suspension de peine, par exemple. La suspension de peine. Ça sert à quoi de détenir quelqu'un arbitrairement, de lui faire vivre tous les supplices?
un ou une, je ne sais plus trop. Un supplice. Un supplice, tous les supplices du monde, et après de l'envoyer solliciter une suspension de peine. Regardez, à y voir de près, l'État lui-même est dans une bonne proportion celui qui viole le plus les droits des citoyens côté justice. L'État lui-même dans son bras. L'État est fort. Oui, l'État a tous les droits pratiquement. Non, l'État n'a pas tous les droits justement. C'est pour ça qu'on parle de droits de l'homme. C'est par rapport à l'État. Vous savez, les hommes entre eux, ils portent atteinte les uns aux droits des autres, mais c'est l'État qui viole. Et je pense que les théoriciens ont catégorisé comme ça parce qu'ils voient l'impact de l'atteinte quand c'est au niveau de l'État, et ils trouvent que c'est carrément une violation. Regardez, c'est de la faute de l'État s'il n'y a pas suffisamment de magistrats. C'est de la faute de l'État. Comment sa faute si on lui met pas, enfin, s'il n'a pas les moyens, aussi ses citoyens ne mettent pas les moyens à sa disposition pour justement, les citoyens ne mettent pas les moyens selon leur propre volonté. C'est un des maillons de l'État qu'on appelle exécutif qui définit ce qu'on prend chez les populations et surtout qui rationalise, qui répartit selon les besoins. Quand il fixe, les citoyens commencent par dire ça fait pression sur nos poches. Non, mais les citoyens diront que ce que nous mobilisons déjà, l'année prochaine, c'est plus de 3 000 milliards. Comment vous répartissez? Quelles sont les priorités que vous en faites? Ça aussi, ce sont des questions que les citoyens sont en droit de poser dès lors qu'ils ont mandaté des gens pour les gouverner et qu'ils sont censés orienter les dépenses publiques dans un sens ou dans l'autre. C'est la faute de l'État que le magistrat, les rares qu'il y en a, soit dans des erreurs, que les officiers de police judiciaire, les quelques-uns que nous avons, soit dans l'erreur. C'est la faute toujours de l'État, parce que l'État est commanditaire et responsable de cette tâche qu'ils sont en train d'exécuter au nom de la République. Ça ne sert à rien d'engorger, de surpeupler des prisons, que pour un oui ou pour un non. Des gens soient d'abord envoyés le temps qu'ils retrouvent les esprits, du fait qu'ils sont extrêmement stressés, qu'ils ont perdu toutes leurs compétences et toutes leurs facultés parce qu'ils sont dans le box des accusés ou parce qu'ils sont devant un procureur de la République en audition. Moi je dis, voilà des domaines dans lesquels on fait des efforts, mais des efforts minimes, des efforts retrouver. On a quand même eu ces dernières années quelques propositions ou quelques engagements en termes d'action. C'est comme quand vous dites qu'on a recruté plus de 1000 médecins en 2021. Je vous dis bravo, mais c'est minime par rapport à la demande qui existe. Une chose est de faire des actions, mais l'autre est la représentativité et le poids des actions par rapport aux besoins qui existent. Et ce n'est pas battre du revers de la main l'action que vous posez, mais c'est vous rappeler que vous venez d'étancher une soif de 41 jours avec une seule gouttelette et qu'il vous faut ensuite une goutte et ensuite une gorgée et plus tard, je sais pas, un bidon à boire, un gobelet et plus tard un plastique d'un litre. Oui, une machine, pourquoi pas. Si, pourquoi pas. Moi, j'ai pas envie qu'on s'attarde sur comment améliorer les conditions de prisonniers, parce que ce qu'on aurait bien souhaité, c'est que nos prisons soient vides. Mais comment on s'arrange pour au moins alléger, je dois dire, le nombre de personnes présentes dans les prisons et le riche? Oui. Tout de suite, il faut commencer par voir comment amener ceux-là qui ne représentent pas un gros danger, parce qu'on sait que celui qui est là a quand même peut-être... Comment on le sait? Je dis... Comment on sait qu'il n'est pas un gros danger? Non, ça dépend. Vous savez, ailleurs, on analyse le profil de chacun de ceux qui sont en prison. Et vous verrez que dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, ceux-là, récemment, pourquoi est-ce que les prisons aujourd'hui ont été engorgées? C'est surtout à cause de ces cybercriminels qu'on a beaucoup plus arrêtés. Il y a cette marée de jeunes qu'on a poussés carrément dans les prisons. Ailleurs, dans d'autres pays, quand vous êtes une calamité numérique ou digitale ou un génie de l'informatique, oui, on vous récupère autrement. Parce qu'on estime que, bon, vous avez la possibilité de décoder les systèmes informatiques les plus sécurisés ou pas. On se dit, ok, puisque vous les mettez au service du mal, maintenant nous allons vous contraindre à mettre maintenant votre génie créateur au service du bien. Et comment ça se fait? Oui, ailleurs, on prend des profileurs et on les récupère. En les récupérant, on se dit, ceux-là, ils peuvent nous aider à sécuriser le système. Ils peuvent nous aider à combattre les autres hackers, les autres cybercriminels qui sont dans le système. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous doués en informatique. Il y en a qui sont juste de petits arnaqueurs et autres, tout ça. Mais il y en a qui sont de véritables prodiges en informatique. Et ils sont capables de vous faire des miracles avec l'ordinateur. Ceux-là, par exemple, on peut pouvoir déjà les utiliser autrement. L'autre aspect, vous voyez, on met des gens
qui ont véritablement la force physique et les conditions physiques pour pouvoir faire quelque chose, mais dans le même temps, l'État déverse des centaines de millions pour faire des travaux et autres. Mais je pense que la main-d'œuvre peut être bien utilisée ailleurs parce que la Chine l'a fait par le passé. Et on prend ceux-là qui sont en prison, qui peut-être sont déjà dans leur délai de grâce. On sait que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont finir de purger leur peine. On se dit, quand ils vont revenir dans la société, est-ce qu'ils auront est-ce qu'ils auront l'argent nécessaire pour pouvoir survivre? On commence par les amener sur le terrain. Ils travaillent pour l'État et ce qu'ils devraient avoir normalement comme sous, on leur reverse une partie dans un compte et après quand ils sortent, ils ont de la matière pour pouvoir relancer leur vie. Ça se fait dans plusieurs autres pays. Donc, je pense qu'on peut trouver le côté social à accorder, à rallier plutôt au côté pénitentiaire. Parce que là, ça va nous permettre au moins d'avoir en même temps des prisonniers, mais qu'on ramène dans le droit chemin, parce que le tout, ce n'est pas de les amener en prison. S'ils font 5 ans, on a vu par le passé des voleurs de moto qui sont allés faire 5 ans. Ils ressortent, la semaine dans laquelle ils ressortent, dans leur quartier, il y a encore vol de moto et tout le monde les pointe du doigt, dit, il est revenu il y a seulement 1 mois. Il est revenu il y a seulement 3 mois. Et effectivement, quand vous menez les enquêtes, vous retombez toujours sur lui et vous vous rendez compte que finalement, la prison ne lui a pas fait du bien. Il est allé faire juste simplement un pèlerinage et il revient reprendre du service. Eric, je pense des propositions de construction de nouvelles prisons, c'est beaucoup mieux. Ça fait partie, justement, non pas parce qu'il faut encourager les gens à commettre des infractions et se retrouver justement en prison, mais il faut le faire pour améliorer, n'est-ce pas, les conditions de détention de ceux qui sont là actuellement. Ça va être bien pour ces personnes de se retrouver dans un endroit un peu confortable pour le séjour. Je pense aussi qu'il faut vraiment que les différents acteurs, surtout qui s'occupent de l'appareil judiciaire et de la gestion de ces maisons d'arrêt, puissent véritablement marquer une pause et réfléchir de façon globale sur tout le processus. N'est-ce pas? Parce que ça fait plusieurs années que ces questions reviennent sans cesse, surpopulation, défaut de ceci, défaut de cela. Pour que, sur toute la chaîne, ce qu'on est en mesure de faire, qu'on s'arrange pour le faire bien, et permettre à ces citoyens, n'est-ce pas, de bien se situer. Et je pense que les exemples que Ulrich a donné, c'est vrai, il faut aussi l'analyser en fonction du contexte de chaque pays. Quand ces pays qui ont déjà atteint un niveau de développement, on peut dire que c'est tout à fait normal qu'on puisse voir ces mécanismes où vous pouvez payer une caution, retrouver votre liberté, le temps que votre dossier évolue, même après une condamnation en fonction de ce qu'on vous reproche, on peut estimer que vous n'êtes pas un individu dangereux pour la société, on peut vous trouver une tâche dans la société, le temps de pouvoir retrouver peut-être vos esprits. Et donc, nous n'en sommes pas encore là. Est-ce qu'il faut y aller? Peut-être que du côté de l'État, c'est vrai, on y voit ces possibilités, mais on se pose des questions. Si nous y allons et qu'après, voilà, ces personnes, une fois dans la nature, posent encore d'autres problèmes, comment on peut véritablement gérer? C'est une belle proposition, certes, mais je pense que à l'analyse, il faut voir en fonction de notre environnement. On n'est pas suffisamment développé, on n'a pas beaucoup de moyens pour surveiller véritablement ces personnes avec ces mécanismes, mais c'est des pistes qu'il faut véritablement envisager, pourquoi pas? Parce que ce n'est pas non plus toutes les personnes qui sont présentées au procureur qu'il faut condamner, envoyer en cellule. Si, en fonction de ce qui vous est reproché, l'infraction, on estime que elle n'est pas criminelle, elle n'est pas, comment on dit, on peut estimer que l'individu peut-être encore retrouver sa famille avec, pourquoi pas, sursis, ou on lui trouve une tâche dans la société, le temps qu'il se retrouve et ne plus commettre les mêmes erreurs. On peut justement explorer ces pistes pour voir véritablement un changement au niveau de la surpopulation. Mais toujours est-il que cette lourdeur aussi, il faut pouvoir que l'État puisse recruter au niveau de nos instances judiciaires pour que justement le poids du travail que nous voyons sur les juges soit partagé. Vous savez, et quand on décide aussi de créer des cours spéciales où vous avez un seul procureur tout-puissant à caractère national, il a quand même des substituts qu'il est dans sa tâche. Mais quand vous voyez les personnes qu'on doit écouter, créer ta compétence territoriale nationale, c'est terrible. Et
quand vous lisez les compétences matérielles de la CRIET, je ne sais pas s'il y a même une juridiction de droit commun de notre pays qui a... justement parce qu'elle a une juridiction spéciale. Vous savez, ils étaient, en 2023, ils étaient 11 magistrats, si mes souvenirs sont bons, à la CRIET. Aujourd'hui, à la date, pendant que nous parlons ce 25 septembre, je ne sais pas combien ils sont. Mais l'an dernier, ils étaient 11 magistrats pour une juridiction à compétence nationale. Il y a des questions à se poser. Qui, juridiction d'exception, a 2 chambres en son propre sein, une chambre en instance et une chambre en appel? Avec combien de magistrats? J'ai dit 11. Ces questions, elles demeurent. Au moment où ces 11 n'ont été mobilisés que sur d'autres juridictions où ils étaient en fonction, ça crée un vide encore. Et un gouvernement qui a une volonté pénale comme celle-là de créer une juridiction spéciale comme ça, et qui n'a pas suffisamment recruté de magistrats pour utiliser les anciens dans cette juridiction nouvelle en fonction des grades et des expériences. Vous avez vu, il y a eu une dérogation adoptée à l'Assemblée nationale par loi au niveau des grades et des postes que les magistrats peuvent occuper, juste en raison du manque. Donc le manque, il est vu. Le manque est vu au même titre que les routes de Cotonou qui manquent. C'est vu au même titre que le monument de l'Amazone que nous ne voyions pas. On a opté pour des choses pour lesquelles nous avons trouvé. Et c'est de la compétence pleine de ceux qui nous gouvernent d'opter. Ils ont mandat, le temps qu'ils sont là, de décider en notre nom dans les domaines de leur... On ne leur fait pas un procès pour ça, mais on reconnaît qu'ils ont préféré le choix de l'asphalte au choix de l'Amazone ou de Bioguera, au choix d'un appareil judiciaire beaucoup plus huilé, lubrifié suffisamment, aux grandes dames de ceux qui sont pensionnaires de ces centres. Quand j'ai fini de dire ça, je dis, je ne vois pas un État dans lequel on met plus d'argent pour réparer les divorcés sociaux, excusez l'injure voilée de l'expression que j'emploie, des divorcés sociaux que du développement concret, c'est-à-dire même aux États-Unis, on vous dira que les conditions carcérales ne sont pas des meilleures, même si elles sont 10 fois meilleures que celles qu'il y a au Bénin. Donc je ne m'attends pas à ce que la balance soit totalement renversée, mais au nom des droits de l'homme, je refuse qu'en amont, ce qu'on peut prévenir, on le prévienne. Vous entachez nullement. Si on avait un niveau de juridicité que je suis en train d'imaginer là, et que des gens pouvaient intenter des actions pour détention arbitraire, pour séjour irrégulier ou arbitraire prolongé inutilement dans des maisons de détention dans notre pays, vous n'avez pas idée de tout ce que l'État reverserait peut-être comme redevance à ces personnes. L'État serait condamné, et un État qui se fait condamner en tout et pour rien, ça ne le crédibilise pas, ça ne renforce pas, comme on nous a dit dans un axe premier du PAG, l'État de droit et la démocratie. Ce n'est pas ça qui joue la crédibilité d'un État, ce n'est pas ça qui joue la force d'un État. Quand votre appareil judiciaire a la facilité, c'est comme un policier qui a la facilité de la gagette, ce n'est pas bien. C'est pas... On a quand même que des actions sont entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, on a créé une agence pénitentiaire, on a créé des juridictions spécialisées, déception, comme ils disent dans leur jargon. Tout cela a quand même changé quelque chose, il aurait... Oui, ça a changé quelque chose, en ce sens que maintenant on constate qu'il y a un petit regard beaucoup plus attentionné pour améliorer les choses. Mais quoi qu'on dise, vous savez, le régisseur ou même l'agence pénitentiaire, c'est comme le gérant d'une maison locative. Le gérant ne fera qu'avec ce qu'on lui a donné. Donc, c'est au propriétaire de voir comment réaménager la maison ou pas. Les locataires vont se plaindre, ça c'est normal. Les pensionnaires de la maison vont se plaindre. Ils vont se dire, je n'ai pas de fenêtre, ma fenêtre est défaillante, la cuisine est ci et ça, et ainsi de suite. Le gérant ne fera que constater, notifier et faire et remonter l'information au propriétaire de la maison, quitte au propriétaire de la maison justement de faire ce qu'il faut pour que la maison soit beaucoup plus viable. C'est pratiquement la même chose par rapport à notre univers carcéral. Le régisseur, jusqu'à l'agence pénitentiaire, toutes ces autorités chargées de veiller à la bonne coordination de la vie carcérale ne feront que remonter les informations qu'il faut pour les bonnes conditions du milieu. Mais tant que le gouvernement même ne prend pas les mesures qu'il faut, je pense que ce sera toujours difficile. Parce que déjà, observez que récemment, certains ont même parlé de problèmes de santé, des problèmes de peau. Vous savez, c'est difficile. Effectivement, quand vous vivez dans des milieux où, difficilement, l'aération n'est pas des plus meilleures. 2, peut-être la qualité de l'eau n'est pas des meilleures. 3,
vous êtes dans des conditions où, à un moment donné, vous risquez de péter un câble, ça pose véritablement un problème. Le régisseur, le directeur de l'agence pénitentiaire, ils ne pourront pas faire des miracles, ils ne feront que ce qu'ils peuvent. Et combien sont-ils encore à surveiller ces prisonniers-là? C'est souvent difficile de le faire. Donc je pense qu'il y a une volonté que j'apprécie déjà. Le gouvernement a annoncé la construction de nouvelles prisons. Certainement que cela contribuera à désengorger celles qui sont pleines. On a également annoncé la réhabilitation des prisons existantes. Je pense que là aussi c'est un avantage. Mais moi je préfère qu'on commence déjà par cette réhabilitation parce que commençons par améliorer ce qui est. Commençons déjà par donner à ces pensionnaires de ces prisons des conditions plus ou moins acceptables, je dirais plutôt plus ou moins humaines, pour que ceux-là se sentent un peu plus considérés, parce que bien qu'ils soient peut-être en prison, que ce soit en détention préventive ou condamnés, ils ont quand même droit à la vie, ils ont quand même droit à la santé. On ne les envoie pas à l'abattoir, on ne les envoie pas dans le couloir de la mort, même si certains sont là pour d'autres choses. Mais le plus important, c'est de comprendre que même s'ils sont là, on doit quand même les protéger d'une certaine manière. Je pense que l'État a bien fait de créer ces agences pour s'occuper de façon un peu plus pointue de ces questions. Mais malheureusement, c'est malgré... Ça a changé quoi à leur justement, condition. malgré l'existence de ces institutions, de ces agences, nous voyons ce que nous voyons, nous constatons ce que nous constatons. Ça veut dire qu'il y a vraiment du travail où peut-être on fait semblant de ne pas faire ce qu'on doit véritablement faire sur, comment on dit, les conditions de vie en milieu carcéral. Je pense qu'on peut s'empêcher de ne pas avoir beaucoup d'ambition pour régler ces problèmes, mais on peut être désolé de ce que le minimum d'action qu'on doit mener, l'alimentation. C'est vrai que j'ai entendu récemment le porte-parole estimer qu'en matière d'alimentation, quand même... on est passé d'1 à 2. On arrive à servir quand même un repas copieux quoi je ne veux pas employer le mot. D'accord, on est passé d'1 à 2. Un repas consistant. Ah, d'accord. Consistant. Sinon, sachez qu'il y a des prisonniers qui ont la télé chez eux et qui peuvent vous suivre. Consistant. Oui. Mais après, ce n'est pas toujours le cas, justement. Et donc, il y a cette question qui est là, qu'on peut régler. On n'a pas forcément besoin de déployer beaucoup de ressources. La question liée à la santé, on vous dit qu'on a un médecin pour, c'est pas toute une maison d'arrêt où on a peut-être plus de 2000, 3000 personnes. Un infirmier. Infirmier ou une infirmière. Comment une seule personne peut s'occuper de l'état de santé d'autant de personnes à la fois et de quelle façon, avec quels moyens? Et donc, c'est des trucs qu'on peut régler aussi. On n'a pas besoin de déployer de beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour que ces personnes puissent avoir cette assistance. Encore que nous parlons d'un droit, ce n'est pas des faveurs que nous leur demandons, c'est un droit. William, on va finir. Vivement qu'on s'écoute. Ce sera mon mot de fin. Merci beaucoup. C'est la première fois, il est court. Oui, j'avoue, il me prend de coups aussi et je sais pas. Allez les gars, merci beaucoup. On va certainement revenir sur cette actualité-là parce qu'on a besoin de beaucoup de détails. Je veux parler de ce sujet lié justement à des arrestations opérées depuis hier. On a besoin encore d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir opiner concrètement là-dessus. C'est ça. J'ai imaginé les milliers de pères Dieu derrière les écrans à nous attendre justement à en parler ce matin. Ce n'est que partie remise. On va continuer dans la journée en tout cas à glaner ça et là les informations qui nous permettent de vous offrir le meilleur de débat à ce propos. Allez, bonne journée les gars. Merci. Mesdames et messieurs, juste après moi, vous suivez la revue de presse et le générique de fin. Entre-temps, moi, je me serai éclipsé pour vous revenir demain matin avec mon équipe. Passez une très bonne journée. Coup de théâtre au Bénin. Deux gros bonnets de la scène politique privés de leur liberté depuis la nuit du lundi dernier. Mesdames et messieurs, bonjour. Les rumeurs qui ont fait jacter et jaser toute la journée d'hier se sont avérées. Olivier Bokor et Oswald Omeki sont bel et bien dans les couloirs de la justice béninoise. Fraternité rapporte que l'homme d'affaires influent dans l'arène politique proche du chef de l'État a été arrêté dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024 à Cotonou.
Selon ces conseils, il aurait été interpellé au niveau de l'ancien siège de la Sonacop alors qu'il se rendait au domicile de son ami en compagnie de son épouse à l'invitation de ce dernier. Ceux-ci confient que l'opération a été menée par des hommes qui se sont présentés comme appartenant à la brigade criminelle. Dans la même nuit, sont appréhendés l'ancien ministre des Sports et allié d'Olivier Bokor, Oswald Omeki, et le colonel Dieudonné Thévouedré, patron de la garde nationale, ajoute Fraternité. Le quotidien Maison précise de surcroît qu'il serait reproché à ces derniers des faits présumés d'atteinte à la sûreté de l'État. Cette grosse actualité fait la une de la plupart des journaux parus ce matin dans Matin Libre qui relaie la sortie médiatique des avocats des deux personnalités politiques et souligne l'érosion du cercle restreint de Patrice Talon. Et alors que Nord-Sud Quotidien s'interroge, ambiance de fin de mandat, une purge sur la galaxie Talon, Info Matin s'exclame non sans conviction, Talon Bokor, le clash au grand jour. De son côté, le potentiel nous livre plus de détails sur l'arrestation de l'ancien ministre des Sports. Selon le Canard de Ménontin, le domicile de Oswald Omeki a subi une perquisition, opération ayant permis la découverte d'une forte somme d'argent. Le quotidien indique par ailleurs qu'il sera présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme vendredi prochain. Pendant ce temps, le Bénin et la France renforcent leur coopération militaire. L'armée béninoise annonce en effet l'acquisition de 15 véhicules blindés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la partie septentrionale du Bénin. Nous apprend le matinal. Selon les informations du constructeur automobile Renault, ces véhicules de l'avant blindé sont des modèles 4x4 capables de transporter 8 à 10 soldats dans une coque blindée, précise le quotidien. Loin de la question de la lutte antiterroriste, après la désignation par l'Assemblée nationale de ses représentants au niveau du Conseil économique et social, c'est au tour de l'exécutif de remplir cette formalité. À en croire l'emblème du jour, cette désignation devrait être effective aujourd'hui en Conseil des ministres. Le Canard de Porto Novo affiche au reste à sa manchette les photos des personnalités qu'il considère comme favorites. Pour finir, mesdames et messieurs, l'opération déclenchée par la police républicaine contre les travailleuses du sexe s'étend désormais à Boïcon. Le Télégramme rapporte qu'un coup de filet des forces de l'ordre dans cette commune du département du Zou a permis l'arrestation de plusieurs prostituées et responsables d'auberges. Fin de la revue de presse de ce mercredi 25 septembre 2024.